La chronique politique du Grand Journal avec le mardi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on l'a appris il y a 1 heure. Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans, figure dominante de l'extrême droite pendant 40 ans. Avant d'être exclu du Front National, il fut longtemps la figure la plus controversée de l'échiquier politique français. Il a été plusieurs fois par ailleurs condamné pour antisémitisme et banalisation de crimes contre l'humanité après sa fameuse sortie sur les chambres à gaz, présentée comme un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alexis, que retenez-vous de celui qui fut présenté longtemps comme, par certains comme le diable de la République ? Alors, à juste titre d'ailleurs, parce que tout ce que vous venez de rappeler, ce pédigré très chargé en matière judiciaire, mais aussi en matière idéologique, c'est-à-dire ce qui renvoie à ce que l'on peut appeler l'idéologie française, pour reprendre les termes fameux du philosophe Bernard-Henri Lévy. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, quand il avait lu les livres de Zéev Sternel, par exemple, sur l'histoire de l'extrême droite française, ne s'inscrivait pas, il ne considérait pas qu'il était en rupture fondamentale avec ce que fut l'extrême droite française des années 1890, l'affaire Dreyfus, mais aussi des années 30, avec ses composantes qui sont inhérentes en quelque sorte à son identité historique, sur la longue durée, la xénophobie et un certain rapport, on va dire complexe, pour employer une litote, aux juifs et à l'être juif, à l'identité juive. Donc tout ça, effectivement, Jean-Marie Le Pen l'a incarné à sa façon. Reste une question que je ne tranche pas, je sais qu'elle se pose chez les politologues spécialistes de l'extrême droite. S'agissait-il d'une conviction personnel chevillé au corps, ou s'agissait-il plutôt, comme ça a existé dans une certaine extrême droite française, dans des années antérieures, des décennies antérieures, d'une exploitation politique de certains affects, xénophobes ou antisémites? Nul n'a la réponse, mais en tout cas, je sais que le débat est posé. Maintenant, ça a été en tout cas la vie qu'il a choisie, la vie politique qu'il a choisie. C'est une évidence que c'est la vie qu'il a choisie, et c'est une évidence aussi, vous avez dit 40 ans, on peut même étendre, c'est-à-dire que ça commence au moment où il s'engage avec Pierre Poujade. Ensuite, il est élu député de Paris, puis après il se rapproche de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui était un avocat d'extrême droite qui s'est présenté au présidentiel, et puis après il comprend qu'il faut fonder sa propre boutique politique, et cette boutique politique ne va cesser de croître entre 1972 et 1985, aidé évidemment en cela aussi, il faut bien le dire, par François Mitterrand, qui savait ce qu'il faisait dans les années 80. Notamment à travers l'instauration de la proportionnelle. Alexis, qu'est-ce qu'il reste de Jean-Marie Le Pen au Rassemblement National, mouvement qui a pris la suite du FN en 2018? Alors écoutez, je ne suis pas un RNologue aussi émérite que d'autres confrères ou consoeurs qui défilent à votre micro, mais on peut quand même dire les choses sans abuser nos auditeurs. Il y a eu, à partir du moment où Marine Le Pen a pris les rênes du parti, et ce qui n'exclut pas, il faut être sensible au clair-obscur des relations familiales, ça n'exclut pas l'affection filiale, etc. Mais il y a eu une prise de distance croissante entre 2011 et 2015 de Marine Le Pen vis-à-vis de cet héritage que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'idéologie française connotée d'antisémitisme, ou en tout cas d'anti-judaïsme. Symbolisé par l'exclusion de son père. Alors voilà, elle a voulu mener à bien ce qu'on appelle dans le jargon des politologues, mais aussi au Rassemblement National, la fameuse dédiabolisation, faire échapper le Rassemblement National à son passif et à son passé qui donc le diabolisait jusque-là. C'est en tout cas l'analyse qu'elle a faite. Et vous avez raison, en 2015, il y a une rupture très frappante entre eux. Il est déjà un vieux monsieur, mais elle décide effectivement d'aller jusqu'au bout et de l'exclure du parti. Maintenant, je suis pas naïf, il faut jamais être naïf. Un parti, c'est aussi une histoire, vous voyez. Et donc, autant le Parti socialiste se rattache, qu'on le veuille ou non, à l'héritage de Blum ou de Jaurès, autant il serait absurde de penser qu'un Rassemblement national qui a beaucoup évolué sur toutes les questions relatives à la mémoire ou à l'antisémitisme, la mémoire de la Shoah ou l'antisémitisme, n'ait plus aucun rapport avec ce qu'on appelle dans l'histoire politique française, l'extrême droite. Vous savez que j'ai toujours fait preuve de nuance sur la lecture du Rassemblement national. Par beaucoup d'aspects, il est aujourd'hui un morceau, on va dire, de la droite. Il se situe aussi, par la volonté de Marine Le Pen, par-delà droite et gauche. Jordan Bardella représente plutôt, lui, on va dire, la tentative de revenir à ce qui fut un compromis un peu historique, c'est-à-dire libéral sur le plan économique et ultra-conservateur sur le plan des représentations. Mais effectivement, ce serait absurde de présenter le Rassemblement national comme étant en rupture
complète avec l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Je vous dirais qu'ils ont un point commun. Et évidemment, je ne soupçonne aucunement Marine Le Pen d'antisémitisme. Là, ça serait vraiment absurde et à contre-cycle et à contre-temps. Mais il y a un point commun. C'est la conviction qu'ont les dirigeants de ces partis sur la durée, et jusqu'à Jordan Bardella, d'être un peu seuls à se battre, entre guillemets, contre le système. Or, quand vous reprenez, là c'est pareil, l'histoire des idées, cette conviction d'être seul à se battre contre le système, elle est sans doute un galvanisant sur le plan politique et électoral. Mais en revanche, elle se réfère à une certaine histoire. Et cette histoire... Même si ces idées infusent beaucoup plus le débat public qu'à l'époque de son père Jean-Marie Le Pen. Et elles infusent beaucoup plus le débat public qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, parce que, effectivement, tout en étant un parti anti-système, en tout cas revendiqué comme tel, Marine Le Pen s'est emparée d'un certain nombre de thématiques, la République, la laïcité, dont elle se fait, on va en parler dans un instant, une conception bien particulière, mais qui sont évidemment des mots qui parlent beaucoup plus à une majorité de Français qui ne sont pas d'extrême droite. Alexis, nous commémorons aujourd'hui le 10e anniversaire de l'attaque terroriste contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans une double interview, à la fois aux Parisiens et à nos confrères de RTL ce matin, a déclaré vouloir faire de la lutte contre les frères musulmans une des grandes priorités de ces prochains mois. Il propose également d'élargir l'application de la loi de 2004 en interdisant cette fois le port du voile aux accompagnatrices scolaires. C'est une idée qui avait été rejetée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut convaincre, est-ce que Bruno Retailleau peut convaincre François Bayrou de la présenter une nouvelle fois devant les députés? Alors là, je vous pose la question, enfin, et je ne le sais pas d'ailleurs, s'adresse-t-il au chef du gouvernement, aux autres ministres d'État, dont on va d'ailleurs évoquer les positions sur cette question dans un instant? Il nous reste 1 minute 15, Alexis. Ou à l'opinion? Il est évident que si on reparcourt, je me souviens de longues conversations avec Laurent Bouvet à l'époque, du Printemps républicain, si on reparcourt les positions, on va dire, de la républicanosphère de gauche, de ce qu'on appelle les républicains de gauche, évidemment Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, etc., ils n'interprètent pas la laïcité comme une loi devant forcer les mères de famille accompagnatrices de sorties scolaires à enlever leur voile. De la même manière qu'ils n'interprètent pas la laïcité, comme le fait aujourd'hui Marine Le Pen, comme étant une incitation à interdire les signes religieux ostensibles, dont la kippa, dans l'espace public français, dans les rues, etc. On a le droit de porter une kippa, on a le droit de porter un voile islamique dans les rues françaises. Maintenant, je sais qu'il y a, au fond, un débat. Je ne le tranche pas, mais je sais qu'il y a un débat. Et je sais qu'il y a sur les accompagnatrices scolaires et par ailleurs dans les universités. Tout un courant de la droite, absolument, qui dit, bon, maintenant, il faut un tour de vis supplémentaire, il faut une interprétation plus rigide encore, si on veut, de la laïcité, qui ferait que, par exemple, une étudiante arrivant voilée dans des cours de licence ou de master ne serait plus admise. Je pense... Ce qui est totalement autorisé aujourd'hui. Voilà, mais je pense... Alors là, je vais vous dire mon avis personnel. Je pense que l'essentiel, si vous voulez, des problèmes relatifs à la laïcité ne porte pas tellement sur ces aspects-là. L'essentiel, c'est plutôt ce que Bruno Retailleau, dans le reste de son entretien du Parisien, vise, à savoir une stratégie d'entrisme et d'islamisation progressive de la France via des mouvements prosélytes comme les frères musulmans. Savoir si en revanche, j'allais dire, des femmes très honnêtes et sans histoire continuent à porter leur voile dans la rue ne me paraît pas, à mes yeux, être une préoccupation et une priorité nationale la plus urgente pour le gouvernement qui se met en place. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui paraîtra demain comme tous les mercredis. Merci beaucoup Steve. Bon après-midi. À vous aussi.